C'était un jeudi, celui du 12 mars 2020. Le virus de la Covid-19 devient incontrôlable. Le président prend la parole. Françaises, Français, mes chers compatriotes, le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes. Les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés depuis ce jour. Et la mesure qu'il annonce, avant même le confinement ou le port du masque, c'est de fermer les écoles, les collèges, lycées et universités. J'ai alors tout de suite pensé que la crise du Covid allait au-delà du passeport sanitaire et du télétravail avoir un impact plus profond sur notre société, et en particulier sur l'école. Je t'invite à t'installer confortablement, car nous allons voir pourquoi la crise actuelle du Covid va sauver le système éducatif. Tu te doutes bien que cette affirmation va avoir besoin de plus d'une vidéo pour la développer. Donc tu regardes ici la première partie, dans laquelle on va établir les bases pour comprendre la situation actuelle de l'école et pourquoi, alors que tout semble s'empirer, j'ose dire que la crise sanitaire est une bonne nouvelle. Et pour ça, on va parler de plusieurs choses. On va parler de balles de golf, on va parler de la loi de la bureaucratie, et pour finir, on parlera d'antifragilité. Dans la deuxième vidéo, on verra concrètement pourquoi le Covid va être un réel bénéfice pour l'éducation française, et peut-être même pour la société. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas la rater. Ce n'est plus un scoop pour personne. Depuis plus d'1 an maintenant, on entend partout que la crise sanitaire touche gravement tous les organes de notre société. Médical, économique, politique, et celui qui nous intéresse dans cette vidéo, éducatif et scolaire. Mais malheureusement, le discours observé partout reste le même. On constate que c'est le chaos, on se plaint et s'indigne que de mauvaises décisions sont prises. Et si je te disais que le Covid est en fait une bénédiction pour l'école et l'éducation, et que je ne prends pas de risque en persistant qu'on en avait même cruellement besoin, qu'est-ce que tu me répondrais ? Bien, tu me diras probablement que c'est quand même le cas où près d'un jeune sur 3 a eu des pensées suicidaires ces derniers mois. Les élèves qui ne sont pas en échec scolaire accumulent lacune sur lacune et sont en parfaite dépression, ne voyant pas le bout de leur avenir. Ils se réjouissent de ne pas aller à l'école, mais d'un autre côté, ils dépriment du manque d'activités et de liens sociaux si chers à leur développement qui les attendent à la maison. Tu me diras que les professeurs n'y manquent pas et qu'ils sont totalement dépassés par leurs nouvelles tâches. Ils travaillent 2 fois plus, car ils ont d'autant plus de mal à capter l'attention de leurs élèves avec des cours en distanciel qu'en physique. Et tu concluras que l'école est tout aussi infectée par le Covid que peuvent l'être les êtres humains. Et qu'au lieu de penser que l'école va de toute manière s'en sortir, on ferait mieux de trouver des solutions à cette épidémie. Eh bien sache que ces observations sont justifiées, et que leurs conclusions partent d'une motivation noble, trouver des solutions à ce problème. Mais cette observation induit malheureusement une compréhension déformée de la réalité. Car on va le voir, ce ne sont pas des solutions au Covid qu'il nous faut trouver, mais des solutions à notre incapacité à s'adapter à des événements de cette ampleur. Mais alors, qu'est-ce qui explique qu'on a tous eu l'envie compulsive de décerner le rôle de responsable de tous nos maux au Covid ? Pourquoi tombons-nous dans cette illusion ? Un sujet bien connu des physiciens est celui de la chute des corps. C'est le problème suivant. À ton avis, lorsqu'on lâche 2 objets de forme similaire, disons une balle de ping-pong et une balle de golf, laquelle tombera en premier ? J'ai dans ma main une balle de golf, une balle de ping-pong. Je vais vous demander de faire une prédiction. Si je lâche les deux exactement de la même hauteur, exactement au même moment, selon vous, laquelle va toucher le sol en premier ? La balle de golf. C'est la balle de golf. La balle de golf. Ah, la balle de golf. La balle de golf, je dirais. Est-ce que je peux vous demander pourquoi ? Je tendance à me dire qu'elle est plus lourde. Elle est plus dense. Parce qu'elle est plus lourde. Bah, elle a l'air plus lourde. Eh bien, on aura tendance à voir que l'objet le plus lourd, donc la balle de golf, tombera plus vite que celle de ping-pong. Car il est de bon sens de penser que le plus lourd tombe plus vite. Or, ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Voilà, qu'est-ce que vous avez vu ? J'ai l'impression qu'ils sont tombés en même temps. Elles sont arrivées en même temps. Les deux, elles sont tombées à peu près en même temps. Pour quelle raison ? C'est d'ailleurs la confusion entre penser la balle plus lourde arrive plus vite et la balle plus lourde arrive plus fort. En physique, c'est respectivement la différence entre la vitesse, donc ce que l'on voit avec nos yeux, et ce qui met en jeu la masse de l'objet. C'est l'énergie cinétique. C'est ce qu'on pourrait ressentir si, par exemple, on s'amusait à attraper les 2 balles avec nos mains. Mais en termes de vitesse, les 2 balles tombent bel et bien en même temps. Et nous faisons tous à première vue cette confusion. Le célèbre Aristote la faisait déjà. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe avec notre bien conscient sur la crise sanitaire actuelle. On a tendance à confondre entre tous nos problèmes sont dus au Covid et tous les problèmes qu'on n'a pas su résoudre se sont accentués avec le Covid.
Je te rassure, il est humain de vouloir simplifier le réel. Notre système nerveux est câblé sur ces deux choses, menace ou opportunité. Pour la faire simple, ce qui pourrait nous manger ou ce qu'on peut manger. Et c'est d'ailleurs bon pour notre survie de faire ça. Jadis, c'est précisément ce qui nous a permis d'avoir la capacité de prendre des décisions rapidement. Nos ancêtres, qui prenaient le temps d'être sûrs de ne pas confondre entre un léopard qui nous tombe dessus et une pomme qui se détache d'une branche, ont fini par s'éteindre dans l'estomac du prédateur. Mais aujourd'hui, une telle menace est bien loin de nous. Et face à une situation aussi complexe comme ici la crise du Covid et l'organisation de l'école face à elle, eh bien la menace ne vient pas tant de l'extérieur et de ce qui pourrait immédiatement nous manger, mais plutôt de notre perception du monde et du comportement qu'elle nous fera adopter. Et il semble que nous avons un peu de temps devant nous pour tenter d'éclaircir ce qui se joue à l'échelle de notre civilisation et pouvoir agir en conséquence. Et pour ça, reprenons à l'origine des choses. S'il y a bien un sujet sur lequel parents, enseignants et enfants s'accordent, et depuis plusieurs décennies maintenant, c'est que l'école est mal foutue. Pourtant, rien ne semble s'améliorer, et ça a même l'air de s'empirer. Pour comprendre ça, revenons 2 siècles en arrière. L'école telle qu'on la côtoie aujourd'hui hérite ses rouages de l'époque de la révolution industrielle. Cette époque historique où la machine à vapeur a décuplé notre productivité à tous les niveaux. On est en 1740, l'Europe et la France entrent en grande phase de changement. La technologie a permis de découvrir que les machines pouvaient faire le travail jusqu'ici réservé aux animaux et à l'homme lui-même. Et dans cet environnement, l'école doit répondre à un besoin précis. Préparer les hommes et femmes qui vont faire tourner l'économie en travaillant dans les usines. Un indice de ça est encore observable aujourd'hui. Une salle de classe est l'endroit le plus similaire à une usine. Les élèves sont rangés par date de fabrication, il y a une sonnerie toutes les heures pour changer de poste, on est regroupé par classes dans lesquelles on fait la même chose pendant 1 heure et on nous spécialise pour avoir en bout de chaîne une seule fonction, un métier. Mais aujourd'hui l'ère industrielle est révolue. Et d'autres révolutions comme Internet et le smartphone ont pris sa place et ont continué de modeler la société. Ce qui fait d'ailleurs que depuis, on a moins besoin de personnes dans les usines que des humains coopératifs et créatifs pour faire face aux nouveaux enjeux de la société. On pourra revenir sur ce sujet dans une autre vidéo. Mais alors pourquoi l'école est-elle restée figée dans ce fonctionnement industriel dépassé ? Eh bien pour 2 raisons. La première est qu'il a été constaté que les régions dans le monde qui se sont industrialisées le plus rapidement, et la France en fait partie, ont eu tendance à avoir développé un système éducatif violent. Et ça fait plutôt sens. Si on veut faire vite, on prend moins le temps pour être réfléchi et pondéré. C'est comme construire en urgence les grosses œuvres d'un bâtiment sans prévoir de potentiels déplacements de terrain dans une zone à fort risque sismique. Et la deuxième raison est moins historique que structurelle, mais reste liée à la première. L'école obéit à la loi de la bureaucratie. Pour comprendre cette loi, il faut parler de la définition. Une bureaucratie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une organisation fictive créée pour répondre à un problème donné, et pour ça, elle suit des règles qui sont définies à l'avance. L'école entre parfaitement dans cette catégorie. Elle a été créée pour préparer les jeunes humains à la vie adulte et à leur intégration dans la société. Qu'il fallait à cette époque industrielle que la population soit moulée au poste qui l'attendait dans les chaînes d'assemblage, à savoir qu'ils soient spécialisés et disciplinés, pour ne pas dire obéissants. En France, pour des raisons historiques et culturelles que l'on n'abordera pas ici, on a voulu centraliser l'éducation pour donner la même instruction à tout le monde. Et c'est précisément cette tendance à prendre toutes les décisions à un seul endroit qui a fatalement fait de l'éducation nationale une bureaucratie. Très bien, me diras-tu, mais cela n'explique pas pourquoi l'école n'a pas su changer depuis et s'adapter. On a tendance à oublier une chose avec cette loi. Cette loi dit qu'une fois créée, l'organisation devient indépendante de l'objectif de sa conception et va alors se mettre à agir pour son propre maintien et non plus pour le but pour lequel elle a été créée au départ, allant même jusqu'à plier la réalité à ses propres règles. Si ça vous rappelle un scénario de film de science-fiction où la création informatique du scientifique lui échappe et commence à asservir les humains, ce n'est peut-être pas un hasard. On a peut-être tendance à exprimer à travers l'art nos vérités les plus proches et les moins concevables. Mais cette réalité n'est pas en train d'arriver. Elle est déjà là. L'exemple des frontières absurdes des pays africains illustre parfaitement ça. À la fin du 19e siècle, les puissances européennes concernées, qui revendiquèrent les territoires africains, se sont mis d'accord depuis leur bureau à Berlin sur le partage des terres.
N'ayant jamais mis les pieds en Afrique, ils ne connaissaient pas vraiment les réalités géographiques qui existaient sur place. Les traits qu'ils tracèrent sur leur carte à moitié vide de l'Afrique ne tiennent pas compte des fleuves, des chaînes de montagnes et des routes commerciales. Les frontières ainsi formées divisent sans nécessité des zones historiques, économiques et ethniques tout entières. La même tribu peut se trouver déchirée entre plusieurs pays, alors qu'un même pays peut contenir de multiples clans rivaux. Et depuis, ces frontières et ces règles sont restées quasi inchangées. Pourquoi, à ton avis ? Eh bien pour la simple raison que les risques de guerre entre les nouveaux gouvernements en place devaient être évités pour maintenir ces mêmes bureaucrates au pouvoir. À l'image de l'origine des frontières africaines, le système éducatif français n'est pas basé sur l'objectif de préparer les jeunes à la vraie vie, mais à l'aune de sa conformité à des règles académiques écrites dans des bureaux. Et c'est précisément à ça qu'on reconnaît la bureaucratie. Elle juge non pas sur le résultat, mais sur la conformité à la procédure. Donc plus les élèves acceptent d'obéir à des règles qui ont été écrites pendant l'époque industrielle, à savoir qu'ils soient obéissants à restituer intacte une connaissance arbitraire, et plus ils seront récompensés. Et les enseignants de leur côté sont poussés à agir tels des managers d'équipes de production pour atteindre des objectifs d'enseignement précis, avec des programmes et une organisation qu'on peut légitimement qualifier de rigides. Maintenant qu'on sait d'où vient cette tendance à l'inadaptation de l'école, et pourquoi ça n'a pas changé, tu ne vois peut-être pas encore pourquoi le Covid va sauver l'école. Mais la bonne nouvelle avec cette rigidité bureaucratique, c'est qu'elle est vouée à disparaître, avec le temps et surtout avec les chocs. Car qui dit rigidité et choc dit fragilité. Et l'école en a vécu des chocs, comme l'arrivée d'Internet et des smartphones, qui ont d'ailleurs rendu l'information et le savoir sans réelle valeur. On a tendance à l'oublier, mais nous sommes à quelques clics et autant de secondes de n'importe quelle réponse à nos questions. Ne serait-il pas plus malin d'apprendre à suggérer justement de nouveaux questionnements pour initier des découvertes inédites et résoudre des problématiques dont l'importance est directe pour nous? Ne serait-ce pas infiniment plus excitant ? Je digresse, mais peut-être qu'on traitera ce sujet dans d'autres contenus. Mais pour comprendre ce que va certainement devenir cette rigidité académique de l'école, nous allons avoir besoin d'un des concepts les plus intéressants que j'ai découverts ces dernières années. Et si tu devais en retenir qu'un seul, ce serait celui-là. Tu dois sans doute te rappeler de la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Avec sa morale bien connue, ce qui plie ne rompt pas. Le statisticien Nassim Nicolas Taleb, auteur du Cygne noir et de l'ouvrage Antifragile, qui sera résumé bientôt ici, a étudié ce phénomène. Il s'est donc demandé, qu'est-ce qui fait que certaines choses s'éteignent et disparaissent avec le temps, tandis que d'autres semblent se maintenir et même se renforcer? Dans son bouquin, il n'hésite pas à développer en profondeur les arguments et les preuves de ce qu'il avance, mais pour simplifier, il a fait le lien entre la précédente citation « ce qui plie ne rompt pas » et le proverbe populaire du philosophe Nietzsche « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Et la réponse contre-intuitive qu'il en déduit est la suivante. Les systèmes qui survivent le plus à l'épreuve du temps, et qu'il qualifie d'antifragiles, sont ceux qui acceptent de plier face aux contraintes, c'est-à-dire d'adapter leur organisation face à une certaine dose de chaos et de changements imprévus. Et plus étonnant encore, ils se nourrissent du hasard, car ces systèmes exposés à un certain niveau de choc aléatoire deviennent même plus résistants, car ils augmentent leur souplesse pour pouvoir surmonter des chocs plus grands dans le futur. Notre corps, et le vivant de manière générale, est l'exemple parfait d'antifragilité. Quand un humain s'entraîne à soulever un poids à la force de ses bras, il expose ses muscles à une contrainte, donc des micro-déchirures au niveau de ses fibres musculaires, qui vont activer la myogénèse, la réaction de compensation grâce aux cellules souches pour réparer les micro-déchirures et fabriquer de nouvelles fibres. Le tout aura comme conséquence de renforcer le muscle. Il sera ainsi préparé à une contrainte similaire, si ce n'est plus grande, à celle qu'il a subie. L'exemple de la douche froide qui a comme vertu de renforcer le système immunitaire ou des os du squelette qui sont faits pour se renforcer face à des charges de masse inhabituellement plus grandes sont des sujets parlants d'antifragilité. Mais il y a un autre exemple qui donne à mieux percevoir ce phénomène. Ce sont les nœuds. Le nœud simple par exemple, appelé aussi nœud d'arrêt. C'est le nœud le plus classique, il est facile à faire, mais en tirant sur les extrémités, on peut assez facilement le défaire. C'est un nœud fragile. Alors que si l'on prend par exemple un nœud de vache, eh bien en tirant sur les deux bouts, le nœud de vache se resserre, et il sera de plus en plus difficile de le défaire à l'avenir. Eh bien devine quoi, si l'école était un nœud, elle serait ce qui se rapproche d'un nœud d'arrêt.
elle est devenue extrêmement fragile, car elle n'a pas été capable de se restructurer suffisamment lors de contraintes de changement d'environnement depuis l'époque de la machine à vapeur. Elle a été trop optimisée pour l'époque dans laquelle les règles ont été écrites et a perdu son agilité et sa capacité à s'adapter pour mieux appréhender l'extérieur. Donc tu l'auras compris, ce que l'on vit aujourd'hui avec le Covid est le coup de talon dans la fourmilière qui a levé le voile de poussière sur toutes ces contradictions. Il est la secousse infligée à la boussole dont l'aiguille est restée bloquée, lui permettant peut-être de pointer à nouveau vers le nord. Je dis bien peut-être. Un événement comme le Covid, même s'il n'a apparemment rien à voir avec l'école ou le système en lui-même, nous a montré à quel point notre manière de concevoir l'éducation est cristallisée. Pour résumer, l'école au sens académique du terme a été frappée de plein fouet par le Covid, et on peut dire qu'elle en a franchement souffert. Et elle se retrouve donc aujourd'hui dos au mur. Mais soyons honnêtes, cela lui a permis de pouvoir se mettre enfin face à ses contradictions et à ses multiples coups de retard sur le monde auquel elle est censée préparer. Elle doit donc faire un choix avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard car on le verra dans la vidéo suivante, c'est en temps de crise que les cartes sont battues et que les opportunités pour les nouveaux concurrents surviennent. Et le domaine de l'éducation n'y échappera pas. Donc deux possibilités pour l'école aujourd'hui. Soit elle déploie à nouveau ses ailes et retrouve son agilité pour répondre réellement aux besoins actuels de la société. Soit elle se fera quoi qu'il arrive disrupter, à l'image des dinosaures, éteints lors de la crise planétaire due à la chute de la météorite, laissant place au règne des Lémuriens. Dans la prochaine vidéo, on parlera de ça. On parlera des concurrents à l'école, en France et ailleurs dans le monde, comme le homeschooling et d'autres organismes éducatifs privés comme l'école 42 et l'école Montessori. On abordera le problème de la dépression inédite des jeunes et de ce qui les attend à l'aube de ce siècle. J'espère t'avoir donné en tout cas les outils pour prendre un peu de recul face à la situation. N'hésite pas à partager ta réaction ou tes réflexions en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. Yeah.